Eh Doc, vous êtes où? Doc, vous êtes où? Ah, Marty, tu tombes bien. Écoute, je viens du futur et il y a quelque chose d'horrible que j'ai remarqué. La plateforme CFP.io, en fait, elle risque de fermer. C'est horrible. Mais c'est pas là où on a posté notre talk pour... Si, bah pour le Brestcamp, là, là, aujourd'hui même. Mais en fait, faut que je te montre. Viens voir. Bah, comme tu peux le voir, en fait, pour les mainteneurs, c'est du Java. Bah oui, c'est horrible, c'est du Java, c'est du code legacy. Un certain Nicolas Deloff se plaint. Enfin, c'est horrible, quoi. On pourrait pas utiliser du Kotlin pour ajouter du code? Si, on pourrait utiliser du Kotlin, peut-être même recoder le truc. Et en fait, t'as raison. Kotlin, c'est le bac du futur. Donc je me présente, je m'appelle Adrien, je suis freelance et développeur back, principalement. Donc moi je m'appelle Gauthier de Saint-Martin-les-Casses, je suis développeur back aussi, je suis freelance et je suis jug leader à Nantes. Donc on va vous présenter Kotlin. Donc Kotlin c'est un langage de programmation créé par JetBrains. JetBrains c'est l'éditeur de IntelliJ et de quelques autres éditeurs dérivés. Kotlin, pour ceux qui ne savent pas, c'est une île comme Java, mais au large de Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg parce que c'est là où est le siège de JetBrains. Kotlin est sous licence Apache 2, il est disponible sur GitHub. Donc vous pouvez aller voir, vous pouvez y contribuer. C'est un langage qui a été créé en 2011 et il a été mis en avant par Google en mai 2017 lors du Google I.O. où Google a pousser les développeurs Android à utiliser Kotlin pour créer des applications, un peu à cause, peut-être, on ne sait pas, des soucis avec Oracle. On va pouvoir, du coup, avec Kotlin, créer des applications, mais pas que. Nous, on pense que c'est le bac du futur. On peut créer des applications back comme en Java. Donc Kotlin a une syntaxe courte qu'on va vous montrer dans un premier temps, simple et facile à maintenir, facile à lire. On va vous présenter un peu ensuite d'autres fonctionnalités qu'on trouve très intéressantes dans le langage, sa librairie, des extensions, des coroutines et quelques autres éléments. On ne va pas pouvoir être exhaustif dans notre présentation, mais on va essayer de vous présenter l'aperçu des choses qu'on a trouvées les mieux dans Kotlin. Donc la base de la syntaxe, dans un premier temps. Donc voici comment on déclare une valeur. Contrairement à une valeur, on ne pourra pas changer son contenu dans quelques instructions après. Donc la valeur quote sera du type string. On utilise le mot-clé val, ensuite le nom de la valeur. C'est ce qui est important finalement, c'est d'avoir le nom de la valeur et pas son type directement comme on peut faire en Java. Une variable, pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé var. Donc de la même façon, puis son nom et son type. Donc vous voyez ici que la quote, on peut la modifier. On peut utiliser la même syntaxe que Scala avec les triples double quotes pour écrire des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Donc ça évite, comme en Java, de faire des formats ou des string builders qui sont compliqués à lire. Là, c'est très facile à lire. On peut y mettre aussi des variables ou des valeurs définies un peu plus tôt, sous la forme du templating. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu comment on déclare nos valeurs ou nos variables, on va parler un petit peu des types basiques, entre guillemets génériques, qu'on retrouve dans tous les langages. Donc, on a des types qui sont simples, mais ce ne sont pas des types primitifs. En Java, on a les int, les integers, donc les int sont les types primitifs. En Kotlin, tout est considéré comme objet. Après, la différence à la compilation, c'est que si Kotlin détecte qu'on n'a pas besoin de l'objet integer, par exemple, il va optimiser, il va utiliser un int.
On a également un super type comme en Java, mais il s'appelle any. Il a beaucoup moins de méthodes en fait que Object. On n'a pas toute la partie de synchronisation que peut avoir Object. Là, any, il expose très peu de méthodes utilitaires et dont on a vraiment besoin. On retrouve bien entendu tous les floats, int, char, string et compagnie. On va retrouver également notre API collection. Et on retrouve d'une façon légèrement différente pour la déclaration, les tableaux. Les tableaux, en fait, on va les déclarer d'une façon un peu plus générique. Donc c'est un type array sur lequel on va préciser notre type de tableau. Donc là, on a les versions qui sont en fait les versions de retour vers le futur. On va créer notre tableau et après, en fait, même si c'est un type générique, on a le get et le set qui ont été redéfinis pour pouvoir utiliser, comme dans n'importe quel langage, le C, C++, Java, les crochets pour soit accéder à nos valeurs, soit réaffecter des données à notre index de tableau. On a la possibilité aussi sur certains tableaux d'utiliser directement des types définis, le int array en fait qui correspond grosso modo à un array de int. Donc on a le int array, short array, ainsi de suite. Troisième point quand même sur les tableaux, il faut penser qu'ils sont invariants, c'est-à-dire qu'un array de int, je ne vais pas pouvoir l'affecter à un array de any, même si int étant en fait any, ça ne va pas fonctionner. De la même manière que les tableaux, on a un type particulier en Kotlin qui est le range, donc une série de valeurs. On peut le déclarer avec une syntaxe courte, comme ceci, avec le 1.3 pour aller de 1 à 3. Par défaut, c'est un pas de 1. Mais on peut utiliser aussi un objet qui est le int range. Donc on a d'autres types de range. Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'entier. On peut le tester si notre valeur est dans cette série de valeurs, comme dans le if, dans le premier exemple, ou alors tout simplement faire une boucle, comme dans le deuxième. Si on veut aller un peu plus loin avec les ranges, avec la syntaxe courte, on peut utiliser le step pour modifier le pas de la boucle, ou alors utiliser le mot-clé down to pour inverser le déroulement de la boucle. En Kotlin, on a ce qu'on appelle le smart cast, c'est-à-dire que le compilateur est suffisamment intelligent pour savoir que quand on a testé qu'une variable ou une valeur était d'un certain type, on va pouvoir ensuite utiliser des attributs ou des méthodes de ce même type. Dans cet exemple, je teste si la valeur talk, si elle est du type string, ensuite je vais pouvoir imprimer sa longueur. On va pouvoir aussi, comme en Java, avec le nom de l'objet entre parenthèses devant une variable, faire un cast. On a deux types de cast en Kotlin. Le premier, qui est dans l'exemple, qui est unsafe, c'est-à-dire qu'il va, si bz-camp il n'est pas de type string, le code va renvoyer une exception. Alors que dans le deuxième exemple, donc c'est un smart cast safe, il va renvoyer nul. Donc il faut bien qu'on puisse mettre du nul dans le speaker, mais ça on en parlera tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a vu comment on pouvait déclarer nos types, qu'on avait un certain nombre de types, on va passer aux déclarations de fonctions. Les déclarations de fonctions, en fait, déjà, le premier point, c'est que contrairement à du Java, parce que pour rappel, nous on est vraiment orienté Java à la base, on peut les faire d'une façon globale dans un fichier, sans les inclure dans une classe, sans avoir besoin d'un wrapper autour pour pouvoir les manipuler. Donc là, par exemple, ce code compile totalement, vous créez un fichier Kotlin et vous le mettez dedans, ça marche. On utilise le mot-clé fun pour les fonctions, le nom, et ensuite on va passer les paramètres. Donc comme pour une déclaration d'une value ou d'une variable, le type du paramètre est en second. Après les paramètres, on va indiquer le type de retour. On va pouvoir utiliser nos accolades et là, en l'occurrence, retourner une chaîne de caractères qui nous construirait nom-prénom. Pour information, là j'ai un return. Potentiellement, on pourrait ne pas avoir de return dans certaines méthodes. Dans ce cas-là, on a un équivalent à void qui est unit en Kotlin.
On est aussi capable, en fait, sur les fonctions très très simples. J'ai raté peut-être un truc. Non, si, ça passe là. C'est tout petit ici. En fait, on peut avoir nos fonctions qui sont écrites sur une seule ligne. Alors le nom inline, là, j'aurais pas dû mettre inline puisque les inline functions sont quelque chose de spécifique en Kotlin. Mais donc, on peut l'écrire directement avec un égal pour lui dire que mon retour, ça va être égal ma chaîne de caractères construite. Et dans ce cas-là, je n'ai pas non plus besoin de mettre mon type de retour. C'est le compilateur, en fait, il va inférer mon type automatiquement. Ce qui est plutôt pratique. Moi, en tant que développeur Java, j'ai envie de dire, moins je mets de fioritures, moins j'ai de bruit, et plus j'ai juste mon code qui va être expressif et que je vais comprendre. Passons maintenant aux paramètres facultatifs. Alors, il est possible, en fait, de déclarer des paramètres, en fait, qui sont potentiellement nuls, déjà. Donc, avec le string point d'interrogation. En fait, par défaut, en Kotlin, si on n'a pas le point d'interrogation derrière notre type, on s'attend à avoir une valeur. On n'a pas de nul. Donc là, par exemple, j'autorise mon name d'être nul, et donc derrière, je vais être obligé, et ça, c'est le compilateur qui va m'obliger à le faire, je vais être obligé de gérer mon cas de nullité. Ce qui est plutôt cool. On va aussi passer maintenant aux valeurs par défaut, donc toujours au niveau des fonctions, et ça c'est quelque chose qui est juste génial, et Adrien vous expliquera pourquoi moi je trouve ça juste génial quand on vient du Java. On peut avoir des valeurs par défaut en fait sur nos fonctions, donc en l'occurrence là la valeur par défaut c'est galette saucisse. Et ce qui va me permettre sur une petite fonction qui va imprimer un message, si je lui passe pas de paramètres à ma fonction, donc print message parenthèse parenthèse, automatiquement, ça va mettre au brace camp, on aime les galettes saucisses. Ça va vraiment prendre la valeur par défaut. Et inversement, si je mets une valeur, ça va prendre ma valeur chapeau rond. Donc au brace camp, on aime aussi les chapeaux ronds. Alors on va passer aux paramètres nommés. Il y a beaucoup de choses en fait sur les fonctions qui arrivent avec les fonctions. En même temps, c'est peut-être le truc le plus important, je trouve, pour la base de Kotlin. Les paramètres nommés. Si vous avez une méthode comme ça, build message, qui prend un nom avec 2 booléens derrière, c'est sympa, vous avez vos 2 booléens. Puis l'utilisation, à un moment, vous allez l'utiliser, donc vous créez votre value qui va être le résultat de votre message, et Christopher Lloyd, true, false. Et là, premier truc, quand je commence à relire mon code, true et false, je ne sais pas ce que c'est. Alors le premier c'est pour upper, le deuxième c'est pour with emoji, mais en fait, il faut que je connaisse mon build message. J'ai aucune expressivité là-dedans en tant que développeur. Je suis vraiment obligé d'aller voir. Alors mon IDE va m'aider, mais potentiellement quand je fais de la relecture de code sur GitHub, sur une PR, je ne vais pas le voir en fait. Donc Kotlin implémente les paramètres nommés, ce qui va me permettre de dire à un moment, mon paramètre, je vais le nommer, with emoji, puis ça vaudra false, et upper, ça vaudra true. Comme je les nomme en plus, je peux potentiellement les redonner dans le sens dont j'ai besoin, dans celui qui me convient moi en tant qu'utilisateur. Autant le développeur de la fonction, il a fait son sens à lui, ce qu'il aimait bien avoir comme présentation, potentiellement moi dans mon cas d'utilisation, je vais avoir besoin de le lire différemment, donc je peux le réordonner. La petite particularité, c'est que si je commence à réordonner et à nommer mes paramètres, en fait, tous les autres paramètres à la suite, il va falloir que je les nomme, parce que le compilateur, sinon, il n'est pas capable de faire le lien entre ces différents paramètres. Alors maintenant, passons un petit peu au lambda et au petit mot-clé it. Donc Kotlin, à la base, comme le disait Adrien, on l'a pris... on a eu une grosse annonce en mai dernier, avec tout de suite un trend énorme sur Internet. Ça va nous permettre de faire des lambdas, même sur des vieilles versions d'Android. Bon, en fait, je trouve aussi que c'est cool pour Java, parce que finalement, potentiellement, les lambdas sont un petit peu plus courtes. Ça ressemble aussi à de la syntaxe que je vais avoir dans Groovy. Je vais pouvoir utiliser le mot-clé it, qui correspond à mon élément courant. Et je vais pouvoir avoir quelque chose d'assez expressif, en fait, où j'ai pas des flèches dans tous les sens pour faire mes lambdas, en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, moins il y a de caractères, moins il y a de code à lire, et plus c'est simple, en fait, pour moi à lire. Au delta de ce qu'il y a là, qui des fois est un peu cryptique. Donc là, en l'occurrence, sur mon exemple, j'ai ma liste, j'ai mes speakers, je fais un tableau de speakers,
Et derrière, je vais pouvoir les filtrer, les trier et les remapper pour me donner juste le nom doc et Marty. En Kotlin, on a tout ce que Java peut apporter. Donc, on a du coup les classes. Et les classes peuvent être héritées, étendre. On peut créer des interfaces. Ici, on crée une classe. Les classes, par défaut, elles sont fermées. On ne peut pas les hériter. Il faut rajouter le mot-clé open devant. Donc ici, on déclare une classe avec le mot-clé classe, comme je l'ai dit, son nom, et ensuite ses attributs. Noter les attributs de cette manière va permettre de créer automatiquement un constructeur avec ces deux paramètres. Ce qui est quand même très pratique et ce qui est très facile à lire pour n'importe quel développeur Java. Et ça évite de déclarer les attributs et ensuite créer un constructeur par défaut. On peut ensuite créer des variables internes et ensuite on déclare les fonctions à l'intérieur de la classe comme on peut le faire dans n'importe quelle classe. Ensuite, pour instancier une classe, on utilise simplement le nom de la classe avec entre parenthèses donc les valeurs qui reprennent notre constructeur, mais on n'a pas besoin du mot-clé new parce que le mot-clé new il est évident quand on voit cette déclaration écrite comme ça. On a un type de classe particulier qui est le object class qui en fait en rajoutant simplement le mot-clé object devant la déclaration, ça nous crée un singleton. Donc pas besoin d'implémenter un singleton Java systématiquement avec un attribut statique, une gestion des instances, etc., etc. Une seule ligne, et ça suffit. Ensuite, le type très intéressant, c'est le data class, un peu comme un case class en Scala, où on rajoute le mot-clé data devant le class, on rajoute les attributs, et ensuite on a un bin Java, comme on pourrait le créer, mais sans avoir besoin de déclarer tous les attributs, les getters, les setters, le hash, les méthodes de clone, equals, etc., etc., etc. Ça va nous permettre d'écrire simplement pas mal de choses, et sans avoir à redéfinir des choses qui sont évidentes, et sans utiliser des librairies comme Lombok. On va pouvoir, en mettant en pratique cette notion de data class et les paramètres nommés, on va pouvoir utiliser la méthode copy. Donc pour garder mon objet people immutable, c'est-à-dire pas utiliser de setter, je vais vouloir créer une nouvelle instance. Et plutôt que de repasser par une méthode clone avec tous les attributs ou un constructeur qui va tout redéfinir, je vais pouvoir utiliser la méthode copy avec un paramètre nommé, et il va reprendre le nom, le prénom, etc., etc., de l'objet d'origine. Il va seulement modifier l'âge. Ensuite, ce dont Gauthier vous parlait tout à l'heure, ce qu'il aime bien, c'est ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on vient de voir. Donc ça, c'est du Java. C'est de l'overloading. C'est-à-dire que pour pouvoir instancier mon register service la manière dont je veux en fonction de mon contexte, des fois, je vais avoir que le speaker, des fois, je vais avoir le speaker et le co-speaker, des fois, je vais avoir le is from bzh, et je vais vouloir qu'il y ait des paramètres par défaut, je vais vouloir appeler de la manière dont j'ai besoin en fonction de mon contexte. Du coup, avec tout ce qu'on vient de voir juste avant, pour éviter d'avoir tout ça à écrire, en Kotlin, ça fait juste une ligne. Donc on a notre paramètre facultatif et on a notre valeur par défaut. Alors maintenant qu'on a vu comment déclarer nos objets, créer nos classes, créer nos fonctions, à un moment il va falloir qu'on mette un petit peu de logique dans le métier, et donc on va avoir besoin de gérer le flow de nos algos. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver des if, des else, comme en Java. On vous présentera aussi d'autres choses. Sur le if, moi, le truc que j'apprécie énormément, en fait, contrairement à Java, c'est que c'est une expression. Là, c'est une expression, je peux l'affecter donc à une valeur. Et en fait, qu'est-ce que va faire le Kotlin, en fait, c'est que la dernière valeur, en l'occurrence Marty ou Adrien,
en fonction de mon test. La dernière valeur, il va l'affecter à ma value speaker for Basecamp. Donc ça, j'aime beaucoup parce que ça va remplacer un opérateur ternaire qui, en Java, peut être compliqué à comprendre, notamment chez les jeunes développeurs, et des fois pas que chez les jeunes développeurs, parce que c'est pas celui qu'on voit le plus. Là, au moins, on se plante pas, on a un if, else, et c'est vraiment très compréhensible. Ce qui est vraiment aussi très très cool, c'est l'Elvis Operator. Je ne sais pas si vous connaissez l'Elvis Operator. Donc Elvis Operator, c'est ce petit point d'interrogation avant le point dans user, point d'interrogation, point adresse. Pour la mèche. Elvis, c'est pour la mèche. C'est quelque chose de mémoire qu'en Java, on nous en avait parlé peut-être pour Java 7, puis on ne l'a pas eu. Peut-être pour Java 8, on ne l'a pas eu. Je n'ai pas trop regardé sur Java 9 et 10, mais j'en ai pas entendu parler, donc je pense qu'on ne l'a pas. Je ne pense pas que ce soit prévu pour le 11. Mais ça nous permet quand même de faire des affectations potentiellement safe. Alors là, ça renvoie à un throw illegal argument exception, donc ça va péter une exception, mais on pourrait très bien avoir une valeur autre de renvoyer à la fin. Et en fait, ça nous permet de dire, eh ben, si mon user est nul, là, je vais renvoyer une throw illegal argument exception. Mais s'il n'est pas nul, en fait, si mon adresse est nulle, je vais renvoyer mon throw illegal argument exception. Pareil pour la cité. Et par contre, si aucun de tout cela est nul, en fait, je vais affecter ma cité, je vais la mettre tranquillement dans ma value. Et c'est quand même super cool, plutôt que d'avoir cette imbrication de if-else qui est un petit peu horrible à lire, alors que ce que l'on veut, c'est juste affecter potentiellement une donnée, si on l'a, à notre value city, quoi, et pouvoir la manipuler. Donc là, on va pouvoir l'écrire en une ligne. Là où c'est aussi très très intéressant, c'est que Kotlin fournit, on n'en parle pas énormément, on n'en parle pas dans ce talk, mais des fonctions telles que let, apply, et ainsi de suite, sur nos objets et qui nous permettent derrière d'exécuter du code. Donc le let, le apply, en fonction du contexte, il ne faut pas utiliser exactement la même méthode. Et ce qui fait que, par exemple, là, find order, si ça me renvoyait un objet nul, potentiellement, s'il n'y avait pas l'Elvis Operator, là je fais un point let et je veux exécuter la fonction d'un, j'aurais pu la nommer différemment, ça va planter. Parce que mon objet est nul et que j'essaie d'invoquer du code sur un objet qui est nul et ça ne va pas marcher. Là, l'avantage, c'est que si mon objet, ce que me retourne find order, j'ai rien, on ne va pas exécuter le code. C'est pas grave, ça va marcher. Autre condition qu'on peut utiliser en expression, c'est ce qu'on appelle le when. Ça reprend un peu le switch de Java, mais en un peu mieux. Ça va nous permettre d'éviter les if, else, if, et nous permettre de traiter plusieurs conditions sans avoir tous les if imbriqués. On peut utiliser, donc du coup, on va tester si la valeur year, si c'est 1985, on fait ça, on renvoie ça dans cette valeur-là. Si c'est 1955, on fait ça. Là, on peut mettre deux valeurs sur la même ligne, plutôt que les renchaîner, comme on peut faire avec des cases en Java. On peut utiliser les ranges, mais on pourrait utiliser aussi les castes et n'importe quelle autre expression. Et ensuite, on a le traitement par défaut, si on veut. On peut... donc ça remplace le default. Donc, sur le dernier, j'ai mis des accolades, mais du coup, donc on peut écrire sur une instruction, mais quand on met des accolades, on peut du coup écrire plusieurs instructions dans le cas où l'expression renvoie vrai. On peut faire aussi du filtrage par motif, ou je sais pas si c'est du... Alors du pattern matching, mais pas comme en Scala. Alors ça va pas aussi loin. Ça va pas aussi loin sur le matching des objets, mais ça nous permet d'évaluer. Donc on n'a pas besoin de mettre du coup d'expression, parce que c'est pas une expression qui va être testée, mais bien ce que va renvoyer cette fonction-là, la première fonction, et ensuite on exécute ce qui est ensuite. Si la première fonction renvoie faux, on va exécuter la suivante. Et si elle renvoie faux, on exécute la suivante. On sortira que quand on aura un vrai, ou alors quand on arrive à la fin du nombre d'expressions. Enfin, la dernière expression qui peut renvoyer directement une valeur, c'est le try. Donc en Java, on va déclarer une variable, on va la valoriser dans le try, et peut-être faire un comportement particulier, catch, là on renvoie la réponse.
si on n'arrive pas à parser. Et du coup, ça nous permet de créer une valeur qui sera immutable, qu'on ne pourra pas changer par la suite. Ensuite, Kotlin vient avec ce qu'on appelle la Kotlin Standard Library. C'est toute une collection de librairies, de fonctions utilitaires pour le langage. Ça évite d'avoir, comme en Java, à importer string utils, collection utils et plein d'autres choses, plein d'autres librairies de ce type. Et donc on a directement, par exemple, sur n'importe quelle chaîne de caractères, le isNoteBlank, qui est bien pratique. Comme notre speaker ne peut pas être nul, puisqu'on n'a pas le Elvis operator, ça ne renverra pas un null pointer exception comme on pourrait le faire en Java. On peut utiliser des méthodes bien utiles comme le capitalize au sein directement du template de chaîne de caractères. Et on a le plus donc sur les entiers, on a les plus, les moins, les multipliés, qui sont bien pratiques, qui n'utilisent pas le JavaMat ou des choses comme ça. Enfin, qui utilisent derrière le JavaMat. Autre librairie intéressante sur les tableaux, donc on a une méthode arrayOf qui va nous retourner un array, un tableau, et on pourra directement y calculer la moyenne. Avec les paramètres, on pourra spécifier des arrondis, des choses comme ça. Tout ce dont on a vraiment besoin, en fait. Et toutes ces méthodes, ça nous met en forme notre code de manière beaucoup plus lisible. Donc maintenant, on va passer aux extensions. Donc on a vu que Kotlin venait avec une bibliothèque standard, ça nous fournit déjà pas mal de choses qui ont été rajoutées par rapport à Java, donc sur nos types que l'on utilise. Mais il y a des moments, on a un petit peu le cas où on va avoir une bibliothèque en dépendance. Il y a des objets qui sont super pratiques, mais sur lesquels il manque la petite feature qui va bien pour bien s'intégrer dans notre programme, et on aimerait bien pouvoir l'invoquer directement sur notre objet pour avoir plutôt une API Fluent. Et on ne peut pas le faire en fait en Java. Notre type, il a été compilé avant et on ne va pas pouvoir ajouter un comportement. Kotlin va nous permettre de le faire, de rajouter ces petites méthodes utilitaires pratiques, des extensions complètes pour rajouter du comportement. Donc Adrien, il m'a dit ça l'autre jour, le polyfill du Java dans Kotlin, c'est un petit peu ça, parce que ça nous permettrait de rajouter les fonctions qui manquent dans notre langage, qui plus tard seront peut-être standardisées, puis dans ce cas-là, on virera de nos extensions. Et voilà. Alors ça provient du C#, historiquement. Ça n'altère pas la classe de départ. Ça, c'est cool. Et ça ne permet pas non plus la surcharge de méthodes. Ça, il faut bien faire attention, si on pourrait se dire oh, je vais pouvoir surcharger des trucs cool. Mais ça ne surcharge pas les méthodes qui sont déjà définies dans sur notre type, donc sur les interfaces ou sur les classes. Et après, dans l'utilisation, il va falloir absolument importer à chaque fois la fonction dans tous nos fichiers Kotlin. C'est le truc qui peut être un petit peu embêtant, mais nos IDE, normalement, nous simplifient bien la vie. Alors, maintenant que je vous ai un peu présenté les extensions, regardons un peu ce code. En fait, si je voulais étendre en Java, donc là c'est écrit en Kotlin, mais si je voulais étendre en Java, rajouter du comportement sur un humain, en fait, je pourrais le faire là par exemple que pour Doc, c'est-à-dire que Doc il est capable de voyager dans le temps. En même temps, c'est peut-être plus sage que ce soit que Doc qui voyage dans le temps, hein, avec les risques de cassage du spatio-temporel. J'ai oublié, voilà. Ça peut être compliqué. Donc, en Java, on ferait purement ça. Et par contre, ça veut dire qu'il va falloir utiliser Doc partout dès qu'on veut voyager dans le temps. Le problème, c'est qu'il y a un moment, peut-être qu'un développeur va l'oublier ou autre, où on va recevoir un humain, on va pas le passer pour en faire un doc, et puis on ne pourra pas invoquer notre méthode. C'est dommage. Donc le mécanisme des extensions, on va pouvoir le déclarer comme ça. Donc là, je vais déclarer une fonction d'extension sur le type humain, qui sera voyager dans le temps. Donc là, ça permet à tous les humains de voyager dans le temps. On peut espérer que dans un futur très très lointain, l'humain sera sage pour voyager dans le temps. Parce que j'en doute aujourd'hui. Et dans ce cas-là, après, je vais pouvoir l'utiliser, et mon humain, pour voyager dans le temps, ça va compiler, ça va fonctionner. Hop là. Alors, on a vu pas mal de choses, et on va faire un petit focus sur la programmation fonctionnelle. Alors,
Clairement, Kotlin, ce n'est pas un langage fonctionnel type Haskell, type Scala. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas fournies par le langage de base. Mais on peut déjà faire quand même beaucoup de choses juste avec le langage de base. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on peut le faire d'une façon que je trouve élégante et beaucoup plus simple qu'en Java. Pour rappel, donc Adrien a présenté les data classes. Et les data classes, en fait, dans l'exemple de tout à l'heure, il avait déclaré en attribut des var. Donc les var, ça va générer un getter et un setter. Si je veux commencer à avoir des data classes qui sont immutables, eh ben, j'ai juste à déclarer des val. Et les setters, ça ne va pas marcher, en fait. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, par exemple, si à un moment, je veux que Marty aille au Bryce-Camp, vu que j'ai déclaré des val, eh ben ça ne va pas compiler. Là, je ne vais pas pouvoir changer sa localisation, il ne peut pas. Par contre, si je veux non pas muter mon objet, mais créer une nouvelle instance avec ma nouvelle information, je vais pouvoir utiliser le copy qu'on a vu tout à l'heure, et lui dire, la localisation, en fait, ça va être le Bryce-Camp maintenant. Et ça va me donner une nouvelle version de Marty qui sera au Bryce-Camp. Deuxième point qui est super intéressant, c'est que déjà, on peut avoir des fonctions globales, donc on peut aussi avoir des fonctions d'ordre supérieur, puisqu'on est capable de déclarer en type de paramètres, par exemple, là, une fonction fn, et c'est vraiment une fonction qui prend en entrée un string et qui renvoie un string. Alors c'est très pratique parce que ça nous permet de faire un peu de composition, quoi. Donc là j'en ai mis qu'une, on pourra avoir plusieurs fonctions qui passent en paramètres, et on pourrait aussi renvoyer des fonctions. Donc là en l'occurrence, dans l'exemple, je vais prendre une fonction et à l'appel, je fais do something de Marty et derrière, j'ai fait une lambda qui est peut-être un peu grande, qui va prendre ma chaîne de caractères Marty et qui va afficher Marty va à la plage de Reac Ergored. Je ne sais pas comment on prononce en breton. J'essaie de mettre une plage cool en Bretagne, mais je ne sais pas comment on le prononce. Ce qui est sympa aussi avec les fonctions d'ordre supérieur et avec la partie composition, en fait, on va pouvoir faire de la composition de fonctions. On pourrait très bien penser à une fonction qui s'appelle goto et qui va juste nous renvoyer une nouvelle fonction. Donc une fonction qui prendra un string et qui fera rien. J'aurais peut-être dû faire quelque chose de mieux, puisqu'en fait elle affiche à l'intérieur le message. Et la fonction, en fait, c'est une fonction qui prend ma chaîne de caractères et qui fait un println de ma chaîne de caractères va à là, puis ma destination. Et en fait, à l'utilisation, je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Je vais pouvoir, à partir de ma fonction goto qui a été déclarée, me créer une nouvelle fonction, goToPlage, qui va être en fait une fonction qui me prendra en paramètre une chaîne de caractères et qui fera directement l'affichage de Marty va à la plage de ce nom breton. Donc c'est assez sympa parce qu'en fait, à partir d'une fonction qui me renvoie une fonction, je vais vraiment pouvoir commencer à faire de la composition de fonctions et faire de la programmation fonctionnelle. Donc moi j'aime bien, c'est assez élégant et c'est vachement plus simple à faire qu'en Java. Alors pour aller plus loin, en fait, on pourrait faire la curification. Donc en fait, c'est la transformation, donc ça j'ai repris un petit peu la définition Wikipédia, mais grosso modo c'est la transformation d'une fonction qui est assez complexe, qui a plusieurs paramètres, en une série de fonctions à un seul unique argument, puis qu'on pourrait après exécuter petit à petit, et donc ne pas tout avoir d'une façon trop complexe. Après la purification, je ne maîtrise pas encore. Je suis encore jeune en programmation fonctionnelle. Par contre, pour aller plus loin, il y a un truc qui manque en programmation fonctionnelle. Il n'y a pas de heiser. Il n'y a pas de tuple en fait en Kotlin de base. Ça n'existe pas, c'est pas fourni par le langage. Ça, c'est un manque. Par contre, pour les tuples, ils ont pensé à faire des paires et des triples, qui correspondent au tuple 2 et au tuple 3. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui font du Scala, mais c'est pas assez. Si on veut vraiment commencer à jouer, pas de heiser et pas de tuple, c'est un petit peu embêtant. On a par contre la capacité de faire de la mémorisation assez facilement et d'une façon générique sur nos fonctions. On a aussi la capacité de faire de la surcharge d'opérateurs. Alors on a un certain set d'opérateurs qu'on peut surcharger. Donc ça peut être cool, notamment quand on fait de l'accumulation d'erreurs, ce genre de choses. Ça peut être pas mal. Et il y a un projet qui existe, donc qui s'appelle Arrow. Arrow, c'est un projet, c'est une bibliothèque Kotlin. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a commencé, mais ça doit dater de 2013, je crois, le tout premier commit.
Mais grosso modo, à partir de 2007, elle est devenue très très active, cette bibliothèque. Et elle va définir un certain nombre de choses, des type classes, les monoïdes, les functors, des data types. Donc justement, elle va implémenter le either qui manque, le try, l'option. Donc ça va vraiment ajouter des choses. Par contre, moi je la trouve encore assez jeune, en tout cas sur la partie documentation. Je n'ai pas regardé en détail Arrow, mais je trouve qu'elle est intéressante. Mais je ne suis pas sûr que j'utiliserai là pour aller en prod avec du Kotlin. Kotlin implémente aussi les coroutines. Donc les coroutines, c'est quelque chose qui existe bien avant Kotlin. Ça existe dans d'autres langages comme le C. Donc une coroutine, la définition, c'est un thread léger collaboratif. C'est-à-dire que la transition d'une coroutine à sa demande, au traitement qu'il demande, ça peut être une coroutine, ça peut être un autre traitement, ça se fait à la demande de... C'est la coroutine en elle-même qui décide quand est-ce qu'elle se retourne. À l'inverse du thread, qui est un scheduler préemptif, en fait, c'est l'horloge qui synchronise la parallélisation des traitements. Je vais vous présenter les coroutines avec un exemple. Oui, j'ai un truc que je voulais dire. Les coroutines en Kotlin, c'est expérimental. C'est-à-dire qu'il faut rajouter une petite annotation, importer une petite librairie expérimentale sur nos projets, dans notre Gradle ou d'autres pommes. Mais si vous l'utilisez à partir de la version 1.1, ils garantissent qu'il n'y aura pas de breaking change dans la suite des versions de coroutines. Donc, ce qui peut être bien pratique. Et en fait, c'est expérimental, mais c'est quand même très utilisable. Vous pouvez y aller, quoi. Donc, mon exemple. Donc, dans Retour vers le futur 1, au début du film, ils sont sur un parking et il y a des Libanais qui les poursuivent pour une histoire de plutonium, de trucs nucléaires. Du coup, Marty monte dans la DeLorean, il part en 1955. Donc, dans son contexte de 1955, il n'est plus dans le même environnement qu'en 85. Et ensuite, il revient et il a échappé aux Libanais. Bon, en vrai, il revient un tout petit peu avant parce qu'il se voit repartir vers le futur. Enfin bref, on ne voulait pas... pour l'exemple, ça va être plus simple comme ça. Et ensuite, dans son contexte, il va mettre un peu le bazar dans le bal de promo de ses parents. Et il faut qu'il trouve de la puissance pour pouvoir utiliser la DeLorean pour pouvoir revenir. Avec une coroutine, on pourrait écrire ça comme ça. On déclare d'abord la fonction asynchrone avec le mot-clé A5. Là, j'ai mis le contexte en paramètre. Bon, je n'utilise pas ensuite, on n'est pas obligé de le mettre en paramètre. On peut appeler des méthodes et faire des traitements dans ce contexte-là. On appelle la coroutine, on peut appeler la coroutine avec le mot-clé await. Donc, c'est-à-dire que ces deux fonctions-là sont des coroutines, donc des traitements asynchrones. On peut appeler des traitements asynchrones avec le await qu'au sein de ça s'appelle une inline function. Et donc cette fonction louch, donc il y a d'autres mots-clés qu'on peut utiliser comme ça pour des coroutines. Celui-là, c'est le plus simple. Et donc on va pouvoir traiter en parallèle le séjour dans le passé. Cette manière de faire, elle ressemble beaucoup à ce qu'il y a en Java avec les completable futures. On avait aussi la même chose avec ce qui ressemble un peu aussi au futur, avec les completable futures qui viennent avec Java 8, qui est une manière plus concise d'écrire des traitements asynchrones en Java. Là, le A5, sous le capot, ça fait une completable future. L'inconvénient des completable futures, c'est qu'on travaille toujours dans le contexte. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir retourner une valeur. On va pouvoir agir sur son contexte, mais pas retourner une valeur. Quand j'ai cherché, je me suis documenté sur les coroutines, j'ai vu des exemples d'Android, je suis désolé, mais le contexte qui passe, c'est l'UI, c'est l'interface utilisateur. Donc en fait, dans le traitement asynchrone, on va par exemple récupérer des images et les renvoyer vers l'interface utilisateur. Mais les coroutines, du coup, en Kotlin, implémentent ce fameux retour. Et donc, la déclaration est un peu différente. On n'utilise plus A5, mais on utilise le mot-clé suspend devant n'importe quelle fonction. En rajoutant ce mot-clé, n'importe quelle fonction peut devenir une coroutine.
Donc de la même manière, on va utiliser le mot-clé await au sein de launch, ce qui va pouvoir permettre d'exécuter cette fonction asynchrone, mais qui retourne une valeur. Elle a bien un type de retour et bien un mot-clé return. Ensuite, on peut, j'ai ajouté, c'était peut-être pas évident dans le slide précédent, mais on peut appeler d'autres traitements de coroutine au sein du même coroutine. Donc, ça améliore la lecture du code et ça évite le callback L où on repart hyper loin sur la droite. Là, toutes nos fonctions ressemblent à des fonctions classiques. Donc j'espère que vous avez à peu près compris, que j'ai été assez clair, parce que c'est un sujet très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. C'est très intéressant et c'est quelque chose que je trouve très sympa à utiliser dans Kotlin, beaucoup plus simple à utiliser que les futures, compatible futures, etc., etc. Ensuite, Kotlin et les frameworks. On l'a dit avant, en Kotlin, on peut utiliser toutes les librairies, on peut utiliser tout ce qu'il y a dans Java, mais on peut utiliser aussi toutes les librairies Java, n'importe lesquelles, Spring par exemple, à la différence que quand on va utiliser une librairie Java, tous les objets qu'on va récupérer, il va falloir traiter le cas où ils sont nuls. Ils sont nullables, sauf si on le précise explicitement dans la librairie. Ce que Spring commence à faire. Donc Spring met en avant Kotlin, notamment avec Spring Boot et le petit site de génération d'applications Spring, c'est start.spring.io, où on peut choisir, en plus de la version, de Gradle, je ne sais plus ce qu'on peut choisir aussi. On peut aussi choisir le langage, donc Java, Groovy et Kotlin maintenant. Donc on peut créer une application Spring, back, avec Spring et Kotlin, très simplement maintenant. Il y a d'autres librairies qui commencent à émerger de plus en plus, donc c'est sympa qui sont créées en Kotlin. Donc c'est sympa d'utiliser des librairies Kotlin quand on fait du Kotlin, notamment Jackson Kotlin, donc qui est l'équivalent de la librairie Jackson qu'on a d'habitude en Java pour faire de la sérialisation, désérialisation. On a un projet qui s'appelle Kator, qui est en fait créé par JetBrains, les créateurs de Kotlin, qui sert à faire des API en Kotlin. C'est un projet qui est très intéressant. Il est assez complet. Je vous encourage à l'utiliser. Ensuite, on a le projet Javalin, qui est du coup la contraction de Java Kotlin. C'est un projet qui sert à faire des microservices. Donc, c'est pas aussi complet que Kator. Mais pour des tout petits services, ça peut être très pratique. Il est écrit principalement à 90% en Kotlin. Il y a un petit peu de Java dedans. On a la librairie Kotlin Arrow que vous connaissez maintenant, puisque Gauthier vous l'a présenté. Le projet JHipster Kotlin, qui commence à être un peu actif sur GitHub. Donc il y a quelques personnes du projet JHipster qui, à la place d'utiliser Java pour la petite génération d'applications, on utilise Kotlin. Donc ça fait une Kotlin, Angular ou React, je vois qu'on peut utiliser les deux. Et comme Kotlin, c'est super à la mode, c'est bien d'avoir le hipster. Et enfin, on peut utiliser Kotlin, le DSL Kotlin, dans Gradle, donc pour décrire nos builds, nos versions, nos librairies, etc., etc. On peut utiliser Kotlin à la place de Groovy. Ça va apporter du support de l'IDE, surtout si on utilise IntelliJ. Et ça va nous permettre d'avoir des types. Puisque je crois que dans le DSL Groovy, on peut pas avoir des types. En Groovy, on peut en avoir, mais pas dans le DSL. Il me semble. Et du coup, un dernier mot sur les IDE. Donc, Kotlin marche très bien sur IntelliJ, forcément. Un petit peu moins bien avec Eclipse, NetBeans. Un peu moins bien avec Eclipse. Et le plugin NetBeans n'a pas été mis à jour depuis mars 2017, donc je pense que dans NetBeans, c'est mort.
Et dans Eclipse, on a regardé l'autre jour, c'est des committeurs d'Eclipse qui... c'est ça, qui font les pull requests pour maintenir, je crois, les versions à jour du support de Parce qu'à la Kotlin. base, on l'a pas dit, c'est JetBrains qui fournissait ces plugins. Voilà. Alors on arrive au dernier slide en fait, parce que Kotlin, nous, on s'est plus intéressé à la partie vraiment Java, JVM, puisque c'est ce qu'on fait tous les jours en fait au taf. On bosse sur la JVM. Donc Kotlin, en fait, c'est multiplateforme. C'est pas réservé à la JVM. On vous en a parlé rapidement. Google avait fait sa super annonce pour Android. En fait, on peut aussi transpiler. Alors, je suis pas sûr que ce soit officiel. Je crois que c'est encore en bêta, mais on peut transpiler du Kotlin en JS. Alors moi, j'en vois un intérêt parce que je fais souvent des fronts en JS et notamment tout ce qui est payload de mes API et la validation de mes payloads. Je pourrais peut-être faire une bibliothèque à part et les utiliser des deux côtés, côté front et côté back. Et on a aussi la possibilité de faire du native, donc de faire du Android, ça c'est cool. Et aussi de l'iOS, en fait je suis tombé sur un dépôt GitHub en fait, de JetBrains pour la Kotlin Conf où ils ont fait des applications et il y a une partie des applications qui est utilisée à la fois pour le back dans la JVM, une partie en JS, une partie en Android et une partie en iOS. Donc j'avoue que je n'avais pas trop regardé cette partie-là parce que je ne fais pas du tout de mobile. Mais donc voilà, on peut viser toutes ces plateformes. Pardon ? Et il y a WebAssembly, ok. Exactement. Merci. Donc merci pour nous avoir suivis. J'espère que déjà cette présentation a été assez exhaustive pour vous donner une connaissance du langage, vous donner envie d'apprendre un petit peu. Il nous reste a priori 3 minutes pour les questions. Donc et on a des stickers si vous voulez. Et on a des stickers aussi. Voilà. Et on prend les questions des développeurs Scala qui veulent troller Kotlin dessus. On les prend. C'est pour savoir sur quel JVM c'est supporté. Est-ce que vu que la JVM 8 vient de tomber à l'eau, la 9, pareil, elle est bientôt plus supportée, la 10 et la 11 vont bientôt arriver. Alors, officiellement, ça doit être la 8 et la 9. J'ai pas regardé à partir de la 6, en fait. Il y a des choses la dans 6, ça je crois qu'on peut pas tout utiliser. avant. Donc la 9, ils ont annoncé le support, mais j'avoue que j'ai pas regardé si ça se passait bien avec Moi, j'ai eu des petits problèmes. la gestion des modules. modules. J'ai essayé la 10 et j'ai eu des petits problèmes. Et la 10 et la 11, j'ai pas du tout regardé. Après, clairement, la 9 et la 10, je pense pas que les gens vont vraiment s'en servir en prod. Je pense qu'ils vont attendre la 11. C'est comme d'hab, on attend toujours beaucoup. Maintenant qu'ils shippent les JVM aux dates annoncées, on va être obligé de se louper des JVM, vu que nos clients mettent du temps. Voilà. Mais jusqu'à 9, normalement, officiellement, c'est pris. Après, j'ai pas regardé pour le reste du support. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a une question là-bas. Là, tu cours, tu voles pas. Merci. Est-ce que Kotlin, ça s'utilise en pratique toujours avec Java ou est-ce que ça peut s'utiliser sans Java ? Alors moi, je l'utilise sur mes projets perso parce que j'en fais pas en prod. Je l'utilise sans Java. Enfin, je l'utilise avec des bibliothèques Java parce que j'ai besoin potentiellement d'avoir des bibliothèques qui vont me faire mes API et tout. Alors, bon, je pourrais utiliser Ktor, mais j'ai l'habitude d'utiliser Spring. Donc, j'utilise avec des bibliothèques Java, mais tu peux l'utiliser que en pure Kotlin, en fait. Avec Kotlin natif, tu peux par exemple générer une appli macOS qu'avec ce que tu peux faire en Kotlin. Et tu n'as pas fait de Java du tout. Dans la pratique, ça marche en fait. Dans la pratique, ça marche. Est-ce que tu peux aller... Alors, ça dépend jusqu'où tu peux aller. Je sais, j'ai pas testé d'avoir redéveloppé, je sais pas quoi, fonctionnellement hyper... Les Hello World fonctionnent, en tout cas, c'est sûr. Comme à peu près tous les Hello World. Mais je sais pas si... Mais effectivement, en natif, il y a quelques utilitaires qu'il n'y a pas qu'il y a dans la JVM et qu'il n'y a pas en natif. Effectivement. Ça va être la dernière question. En fait, je vois qu'on est à 0. Donc je pense que c'est la fin, à moins qu'on puisse encore en prendre une. Une dernière.
On a vu beaucoup de points positifs, des choses que vous n'avez pas aimées. Il y a quelques trucs dans la syntaxe qu'on n'a pas voulu montrer. Mais par exemple, les annotations de retour, ou par exemple, on a vous imaginez deux boucles for, et on veut faire un return, mais dans la boucle for appelante, et il suffit de rajouter une annotation loop à la boucle for principale, et au moment du return, on fait un return loop, et du coup, ça va faire un retour au for principal. Ça fait un vieux go-to c'est ça, c'est un break, basique. Donc, c'est un break label en Java. Ouais. Et, moi, personnellement, je ne veux pas en voir en Java, je ne veux donc pas en voir en Kotlin. Mais voilà. Il y en a quelques trucs comme ça. Un double point d'exclamation aussi, mais je n'ai même pas trop regardé ce que ça faisait, parce que la syntaxe ne me plaisait pas. Ouais, c'est pour prendre le nul. Okay. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée, et pour rappel, on a des stickers. Ouais. Et bon, donc n'hésitez pas.